Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre ami Monsieur Mohamed At-Troudi. Bonjour. Merci, bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs et auditrices. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Mohamed Troudi, docteur en droit diplômé de l'Université de Paris 1, Sorbonne, universitaire, chercheur en relations internationales et stratégiques, associé à certains think tanks parisiens, notamment l'Académie de géopolitique de Paris et le Centre international de géopolitique et de prospective analytique, consultant en géopolitique du monde arabe et analyste média en politique internationale. C'est pour cette raison et c'est pour vos spécialités, M. Mohamed Troudi, nous avons pris la décision de traiter ce dossier très chaud et d'actualité, la situation en Libye et surtout son impact sur la Tunisie, le pays frontalier, et sa dimension sur le plan régional, mais aussi sur le plan international. Avant tout, si Mohamed Troudi, si vous le permettez, comme vous le savez, le monde entier vit une situation d'exception, même avant le coronavirus, mais maintenant avec le coronavirus, il devient un facteur accélérateur de ce que nous vivons actuellement. Il y a une précipitation chez un grand nombre de pays, d'intellectuels, chercheurs, religieux ou autres. Ils parlent d'un nouveau ordre mondial. Est-ce que nous sommes en train de vivre un nouveau ordre mondial ou un nouveau ordre mondial? Oui, absolument. Merci, M. Abdelatif, justement, donc, de cette invitation. Donc, ravi donc, d'être parmi vous et d'être parmi vous donc, avec vos auditeurs et auditrices pour tenter de résoudre et d'expliquer autant que faire se peut donc, cette situation, c'est vrai, complexe, donc, qui était déjà, une situation très complexe déjà donc, avant la crise donc, provoquée, entre guillemets, ou pas, donc ça reste à déterminer, l'histoire le dira. Il y a en tous les cas des partisans donc, à des deux camps. La situation était déjà très complexe, très difficile. On était dans un monde complètement recroquevillé sur lui, encore plus complexe, plus difficile à saisir, et où la rivalité entre les blocs et entre les puissances serait encore plus meurtrière et plus draconienne. Et d'ailleurs, j'en travaille sur un article sur l'Union européenne post-Covid-19, et je palpe déjà les premiers signes, les premiers indicateurs peut-être de la disparition programmée de l'Union européenne quand on voit effectivement comment cette crise a été traitée d'une manière très égoïste et combien la solidarité entre les États européens, qui était en fait le socle sur lequel l'Union européenne a été bâtie, a été battue en brèche. Donc là, on est effectivement dans une situation très complexe. Et on est face effectivement à un nouveau désordre mondial que se dispute bien évidemment pour que chacun puisse après installer son propre ordre à lui. Ce désordre mondial, il a deux acteurs ennemis, j'ai envie de dire, les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, et ceux qui se recherchent, qui tentent effectivement de retrouver une place dans cet échiquier mondial. Place qu'ils ont perdu d'ailleurs, par ailleurs, je veux parler bien évidemment de la Russie qui revient sur la scène mondiale aujourd'hui à la faveur de la crise syrienne, et on voit aujourd'hui effectivement son entrée de plein fouet dans la crise libyenne, effectivement dans un monde aujourd'hui complètement tourné vers le contrôle économique et vers effectivement la mainmise, la domination du monde sur le plan commercial et sur le plan économique. Parce que la suite viendra, parce que la domination économique et commerciale dépendra bien évidemment la domination géopolitique, géostratégique sur ce monde. Les Russes reviennent dès 2008, d'ailleurs ils n'ont pas attendu la crise syrienne ou ce qu'on appelle communément les printemps arabes. Depuis 2008, les Russes ont commencé à travailler sur un nouveau concept diplomatique appelé à l'époque la diplomatie de réseau.
Donc ça leur permettra effectivement donc de se rapprocher du frère ennemi donc et voisin donc chinois pour tenter de faire donc opposition commune à la toute-puissance et à l'hyper-domination donc de l'hyperpuissance américaine. Ça marche visiblement, ils ont mis de côté leurs différends et aujourd'hui effectivement quand on voit un peu donc leur position commune sur donc le dossier iranien, sur le dossier donc syrien, sur le dossier libyen, on sent quand même qu'il y a une forme aujourd'hui effectivement donc de comment dirais-je d'intelligence diplomatique donc de ces deux pays qui tentent aujourd'hui de se rapprocher et de travailler un peu la main donc dans la main. Cela ne veut pas dire qu'ils ont des intérêts géopolitiquement très proches, loin de là. Chacun a ses propres calculs, mais l'essentiel aujourd'hui, la priorité pressante aujourd'hui donc de la puissance chinoise, surtout donc et de la Russie donc associée, c'est d'éviter la mainmise américaine et l'hyperdomination américaine sur le monde. Donc dans ce contexte un peu donc de bouleversement énorme, de chamboulement un peu total donc du paysage international, vous avez donc l'Union européenne qui se cherche, mais qui a du mal, bien effectivement, notamment sa difficulté aujourd'hui à mettre en place, plutôt à réussir ce qu'on appelle l'union politique du continent, et encore moins de rapprocher leur point de vue pour tenter d'avoir une défense commune ou une vision commune en matière de défense et de sécurité commune justement des États européens, en dépit de quelques avancées bien évidemment réalisées, notamment lors du traité de Maastricht de 92, qui a mis en place, si vous voulez, donc les prémices de ce que sera la politique de défense et de sécurité commune des États européens, ce qu'on appelle communément la PESC, la politique européenne de sécurité et de sécurité commune. Reste bien évidemment le monde arabe et musulman qui se trouve un petit peu orphelin de ce changement, et il est encore plus aujourd'hui ce monde qui connaît aujourd'hui depuis 2011 des bouleversements je dirais importants, notables par leur effet négatif, je dirais même dévastateur sur ces pays, et on se rend compte qu'effectivement ce monde aujourd'hui est totalement vit une situation de dislocation quasi programmée. Il y a un article qui sortira incessamment sur justement les réactions arabes face au deal des siècles, et ces réactions montrent, si l'on en tient encore besoin de le démontrer ou de le dire, combien le monde arabe est aujourd'hui, je dirais même plus divisé sur cette question, mais qui s'est complètement rangé du côté israélien et du côté américain pour imposer aux Palestiniens une solution qui n'en est pas vue. Je crois qu'aujourd'hui, si on essaye de comprendre un peu par petits morceaux le destin du monde arabe, on se pose la question, mais où va le monde arabe aujourd'hui? Où va-t-il? À mon sens, il va vers une absence totale justement de perspective, une dislocation quasi programmée du fait justement de l'absence de vision commune, notamment de vision stratégique de ces États, je dirais même l'absence d'une vision je dirais qui leur permettra de résister et donc de continuer à exister. Le monde arabe est face à une situation, un problème existentiel par excellence. Donc, face à cette situation, la question qui se pose, comment ces États, notamment une bonne partie qui ont fait leur, entre guillemets, leur évolution, et qui croient encore aujourd'hui à un changement, certes, qui se fera dans la durée, mais dont les résultats 10 ans après sont, je dirais, négatifs, et dont les attentes des peuples n'ont pas été satisfaits loin de là. Et donc, au contraire, on parle même effectivement de complications supplémentaires et de situations encore plus difficiles, plus complexes qu'elle était avant. Donc, face à cela, face à ce dessin du monde qui se profile à l'horizon, la question est comment le monde arabe prépare-t-il sa place, celle qu'il n'a pas eu hier.
celle qu'il n'a pas aujourd'hui, mais celle qu'il aura peut-être demain, à condition, bien évidemment, que donc qu'il se remette à penser, à réfléchir, et à se poser cette question donc de fond, quel monde arabe donc de demain, face multipolarité aujourd'hui donc du monde. On n'est plus dans un monde bipolaire comme c'était le cas jadis lors donc des 40 ou 50 dernières années. On est dans un monde avec plusieurs entités donc qui se cherchent toutes et qui mettent un petit peu donc de côté un peu leurs différends et qui cherchent aujourd'hui à se donner les moyens notamment en termes d'implantation, en termes de présence donc sur la scène ou sur le paysage donc mondial, pour tenter de trouver une place ou de décrocher une place via notamment leurs forces économiques et commerciales. Et il y a donc les changements qu'ils se doivent d'opérer ici et là pour donc tenter d'exister dans un monde qui se profile donc à l'horizon et dont les États-Unis, donc à mon sens, ne seraient plus des leaders parce que c'est quasiment programmé. On parle justement d'une forme de déclin aujourd'hui donc des États-Unis et des États traditionnels, donc notamment des puissances européennes, donc des moyennes puissances européennes traditionnelles, et on voit bien évidemment l'essor, l'émergence d'une nouvelle puissance avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ses freins, ça va de soi. Je pense à la Chine et à la Russie donc associés, et on pense bien évidemment aux États donc nouvellement émergents donc de l'Asie donc du Sud-Est. Face à cela, la question qui se pose aujourd'hui encore une fois, le monde arabe qui n'en a pas besoin de guerre, qui n'en a pas besoin de conflits supplémentaires, qui n'en a pas besoin de conflits notamment par procuration, de conflits effectivement donc sur son sol, des conflits dirigés et captés par l'étranger, car les intérêts du conflit en Libye ou du conflit donc en Syrie, au Yémen, en Irak ou ailleurs ne sont pas, à mon sens, des intérêts donc propres donc à ces pays, loin de là. Le premier donc des perdants, c'est toujours ces peuples. Et il ne faut pas oublier que quand des États européens, quand des puissances étrangères applaudissent à des révolutions ou à des soulèvements ou à des conflits ici et là dans le monde arabe et musulman, on peut être certain que l'intérêt ne sera pas donc pour ces peuples, loin de là. Au contraire, ils seraient donc, encore une fois, donc des peuples bons à subir et bons à être un peu l'enfant pauvre des conflits qui les dépassent et de loin. Monsieur Trudi, si vous le permettez, après cette introduction générale, on ne va pas, certainement aujourd'hui, on va traiter l'ensemble des problèmes du monde arabe, comme vous le savez, et comme ça a été annoncé, on va se consacrer aujourd'hui sur un exemple type. Un exemple qui date d'un certain temps. Depuis la mort de Muammar Kadhafi, c'est la Libye. La Libye, c'est un pays frontalier à 2 pays, voire 3 pays arabes, notamment l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. La Libye est proie à une guerre sans fin maintenant, et avec l'apparition de ce maréchal Haftar qui se proclame aussi de son côté, plus le gouvernement qui a été validé par les Nations Unies, et on se trouve avec une présence sur le sol libyen, et c'est pour la première fois d'une manière officielle, des forces étrangères. Est-ce que cela signifie que la Libye devient un théâtre de conflit international au détriment des intérêts du peuple libyen? Absolument. Donc, en fait, la Libye fait partie, je dirais, d'une vaste opération, donc peut-être donc de redéploiement donc des forces et des puissances étrangères dans une partie donc du monde arabe. Je parlais donc du Grand Maghreb arabe, jusqu'à là plus ou moins épargné effectivement donc des rivalités donc internationales et donc de la volonté de mainmise donc sur donc les richesses donc de ces pays. La Libye aujourd'hui, malheureusement et force est de constater que le conflit est déjà donc il s'est internationalisé dès son lancement en fait.
on ne peut pas parler d'internationalisation du conflit aujourd'hui donc en Libye. À son déclenchement, effectivement, à sa préparation même, était effectivement une préparation quasiment donc avec une mainmise, une volonté donc franco-britannique. Donc pour commencer, et qui a par la suite effectivement donc pris donc de l'ampleur, donc étant donné la volonté d'autres puissances, donc qu'elles soient arabes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient donc européennes, après tout donc en tirer quintessence. Donc on tirait un intérêt quelconque donc de ce conflit. Et aujourd'hui on sent très bien depuis 2011 que le conflit en Libye échappe aux Libyens et échappe bien évidemment donc aux États voisins, ça va de soi. J'ai eu à le dire effectivement à Paris en 2017 me semble-t-il, ou 2016, quand j'ai pris quand j'ai parlé donc de donc la nécessité donc de déclencher en Libye des enquêtes donc pour tenter de déterminer donc les raisons profondes donc au déclenchement donc de ce conflit, et de voir quelles étaient effectivement donc les idées, ou en tous les cas les attentes des pays agresseurs. Moi je parle bien d'agression en Libye, donc avec une couverture bien évidemment onusienne, donc ça va de soi. Donc tellement l'ONU aujourd'hui, chacun le sait, est totalement délégitimé à mon sens, et qui a perdu, je dirais, un peu de son importance, de sa légitimité internationale, tant elle est aujourd'hui devenue une sorte de, je dirais, de chambre d'enregistrement des décisions des grandes puissances. Donc, qu'on ne vienne pas nous parler donc des résolutions onusiennes, ou que donc encore de la légalité internationale donc en Libye. Excusez-moi des termes, foutaise. Aujourd'hui, chacun sait que effectivement le conflit libyen attire les convoitises donc à la fois américaines, donc britanniques, françaises, et aujourd'hui bien évidemment donc émiraties, donc saoudiennes, donc et turco, donc qatari. Je ne pense pas que tout ce monde-là aujourd'hui se précipite en Libye pour sauver le peuple libyen, je dirais, de la défaillance et donc d'une mort programmée ou d'une disparition programmée. Je n'en suis pas si chauvin ou si donc angélique pour penser cela. Donc la géopolitique a horreur du vide. La géopolitique, c'est l'analyse donc de l'interaction donc ou de, je dirais, l'importance de la géographie sur donc la réalisation des intérêts des États. En quoi telle donc géographie pourrait effectivement être une réponse à des attentes ou à des intérêts nationaux d'un tel ou tel pays. Voilà la réalité, comment il se doit d'envisager donc toute analyse géopolitique, et qui soit bien évidemment une analyse totalement, je dirais, donc loin de toute appartenance, donc avec donc de ce camp ou de l'autre, et essayer de comprendre avec objectivité quelles sont effectivement les attentes des uns et des autres. Malheureusement, c'est pas ce qu'on voit donc aujourd'hui en Libye, parce qu'on voit effectivement une multiplication donc d'acteurs étrangers, qu'ils soient arabes d'ailleurs, maghrébins, qu'ils soient donc musulmans, avec le cas donc, de la Turquie, que ce soit avec donc le Qatar, et avec le camp bien évidemment émirati, saoudo-égyptien, l'ensemble bien évidemment est donc gouverné, je dis bien gouverné, le mot encore n'est pas fort, par effectivement des puissances étrangères qui guident et qui montrent le chemin à suivre donc à ces pays, et qui leur précisent le cap, même la feuille de route à suivre, pour tenter donc de réaliser par leur biais, par leur intermédiaire, donc des intérêts donc importants. Pour clarifier un petit peu les choses à notre auditoire. Oui. Vous venez de citer un monde arabe, hein, donc des pays, des frères ennemis, j'ose dire, hein, d'accord? Vous avez parlé du Qatar, des Émirats, l'Arabie Saoudite, les Égyptiens, la Turquie et d'autres, et qui est en train de travailler, comme vous l'avez dit, vous avez dit le mot gouverner. Attention, le mot déjà gouverner, c'est déjà trop fort. Gouverner par des puissances étrangères. C'est quoi, selon vous, déjà, dans un premier temps, pourquoi ces États acceptent d'être gouvernés par des puissances étrangères? C'est quoi leur intérêt autant qu'État, soi-disant indépendantes, ou bien il s'agit de élites
de ces États qu'ils ont une dette vis-à-vis de ces grandes puissances? En fait, le seul intérêt, à mon sens, donc, qui peut être compréhensible, qui peut être entre guillemets légitime pour ces pays, non pas pour l'observateur ou pour l'homme de la rue donc arabe, c'est de préserver en fait leur longévité, de préserver leur régime. L'idée, c'est de continuer à gouverner effectivement donc des peuples sans leur donner la possibilité effectivement d'être gouvernés. En fait, c'est une gouvernance sous forme de domination sur le plan interne et sous forme, je dirais, donc de domination sur le plan extérieur. Donc les uns dominent à l'intérieur, donc ou des peuples effectivement complètement écrasés et qui n'ont pas la possibilité donc de répliquer et parce que on leur donne donc de l'autre côté une forme un peu donc de distribution de la manne pétrolière pour acheter donc la paix sociale et civile donc dans ces pays. C'est le cas de tous les États effectivement donc du Golfe. Je dirais sans peut-être exception en fait donc du Koweït qui est en train effectivement de revivre depuis quelques années maintenant une véritable expérience donc démocratique mais qui reste bien évidemment à pérenniser, donc ça va de soi, mais par comparaison à d'autres pays notamment l'Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, on se rend compte qu'effectivement qu'il y a encore beaucoup à faire pour donc atteindre ou s'aligner un peu sur donc le niveau koweïtien. On peut parler de le cas donc de l'Algérie qui est un pays effectivement par excellence qui n'a pas donc su adopter une autre ligne donc de gouvernance politique que celle effectivement basée sur donc l'exportation de tout pétrole et du gaz. Aujourd'hui, plus de 98% de la recette donc de l'État algérien provient justement de ces deux matières premières. La situation est grave aujourd'hui en Algérie et dans ces pays d'ailleurs, comme en Arabie Saoudite, vous n'êtes pas sans savoir que ce pays est en train aujourd'hui, c'est pratiquement la première fois dans l'histoire donc de ce pays où effectivement elle est obligée donc d'augmenter plusieurs taxes dans le pays, de baisser le salaire les salaires des différents secteurs effectivement d'activité en Arabie Saoudite et pire encore d'aller emprunter sur le marché mondial justement sur le marché financier mondial pour faire justement face à une situation exceptionnelle de par justement la baisse du prix du baril de pétrole qui atteint je dirais le taux le plus bas dans l'histoire de l'OPEP. Et le même souci on le retrouve en Algérie. Vous savez que l'Algérie, comme d'ailleurs Téhéran, ont besoin effectivement d'un baril à un minimum de 80 à 90 dollars pour pouvoir gérer effectivement la paix dans ce pays au travers de la redistribution de la manne pétrolière et c'est le cas également pour l'Iran. Donc aujourd'hui effectivement face à la baisse draconienne et la baisse je dirais historique du prix du baril, la situation aujourd'hui est catastrophique en Algérie, ce qui a poussé le président algérien à prendre des mesures, notamment contre effectivement de baisse des salaires des ministres, des différents employés des différents ministères de l'État algérien, et de limiter, de supprimer, je dirais, tous les avantages, les avantages entre guillemets en nature des ministres et des différents responsables justement de l'État algérien. Aujourd'hui, en fin de compte, vaut mieux tard que jamais. Mais au-delà de ces décisions qui sont bien évidemment importantes, intéressantes, mais qui à mon sens ne suffisent pas, la vraie question aujourd'hui est de savoir comment passer de l'économie pétrolière à autre chose, ou comment trouver l'alternative au pétrole et au gaz. Il y a énormément de possibilités en Algérie, comme en Iran, comme ailleurs, en Arabie Saoudite, comme aux Émirats Arabes Unis. Le Qatar a commencé donc à le faire. Le Qatar, vous savez, aujourd'hui, c'est un pays qui se spécialise notamment dans le forage et dans la recherche justement de pétrole effectivement offshore. Ils ont la possibilité aujourd'hui d'exporter effectivement ce savoir-faire. Et ça, je pense que tout à fait méritoire. Donc, pour
ce petit émirat de quelques dizaines de milliers d'habitants, ils ont compris qu'il faut peut-être passer à autre chose, tout en préservant bien évidemment les réserves pétrolières, même si elles sont énormes et gazières dans ce pays. Voilà comment la situation se présente aujourd'hui, et face effectivement à cette absence de vision, à cette absence de gouvernance, de gestion, effectivement, qui tient compte des difficultés du moment, qui tient compte, bien évidemment, du changement, effectivement, du monde. Le monde arabe est resté longtemps, comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure, une partie complètement tournée vers le besoin d'assurer le quotidien, manger et dormir, et travailler quand cela est possible, et l'autre effectivement qui s'est réveillé en allant chercher ou plutôt en jouant un peu comment dirais-je le relais des puissances étrangères pour tenter à la fois perdurer, assurer une certaine longévité de leur régime, pour éviter ainsi le changement imposé de l'extérieur. Et on se rend compte qu'entre les deux, en fait, il n'y a plus rien. Entre les deux, c'est le vide. Alors que la situation, ou plutôt, à mon sens, la solution passerait effectivement par c'est une solution médiane. Bien évidemment, les États se doivent d'avoir une relation extérieure, se doivent d'avoir une certaine vision d'eux-mêmes, et d'avoir une certaine stratégie politique, diplomatique, pour essayer de réaliser autant que faire se peut les intérêts nationaux. Ils se doivent bien évidemment d'assurer la paix sociale, la paix civile, la cohésion sociale par justement une meilleure redistribution des richesses de ces pays. Mais je pense qu'il faudrait aussi une révolution en termes, je dirais, politiquement corrects dans ces pays, parce qu'il n'y a aucune vision qui permet ou qui englobe ces besoins qui est de nature à pousser peut-être le monde arabe vers le cap du développement, et sortir enfin effectivement des solutions ou des gouvernances, des mauvaises gouvernances qui ont malheureusement guidé le monde arabe depuis les années des indépendances. Monsieur Tolodi, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez évoquées. Vous avez parlé d'un point, à mon sens, qui est assez important. Vous avez parlé comme quoi ces États, qui travaillent pour un agenda dans d'autres États, quand on travaille pour l'agenda dans un autre État, on fait partie de cet État. Il y a un certain nombre de personnes qui sont passées dans cette émission. On parle d'État agent, voire un État lièvre, qui peut faire le lièvre pour faire avancer le vrai État qui cherche à se positionner dans ce nouveau ordre mondial. Il y a un point qui m'interpelle, et qui beaucoup de monde, des spécialistes qui l'ont bien vu de loin, cette guerre qui a été provoquée, et on parle de pétrole puisque vous avez parlé du pétrole comme l'unique moyen de survie d'un grand nombre de pays. Vous avez pris l'exemple de l'Algérie, l'Iran, les pays du Golfe, et ainsi de suite. Ces pays-là vivent sur la rente pétrolière. Est-ce que le fait qu'il y avait cette guerre provoquée bien sûr, recommandation vis-à-vis de l'Arabie Saoudite de baisser le prix vis-à-vis de la Russie, le prix du baril à un niveau voire jamais vu, parfois on vend à perte le baril de pétrole. Est-ce que cela ne rentre pas dans une logique bien programmée pour mettre fin à toute possibilité de relance dans le monde arabe, parce que la rente pétrolière est presque perdue, est perdue presque à jamais? Est-ce que tout simplement c'est le coup fatal pour un nouveau monde, où le monde arabe, comme vous l'avez bien dit et vous l'avez bien précisé au départ, elle est phase d'une fin certaine? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, chacun sait que les richesses du monde arabe, elles sont multiples. Il n'y a pas que le pétrole, il n'y a pas que le gaz, il n'y a pas que le pétrole, il y a d'autres, bien évidemment, richesses.
dont d'ailleurs on aurait pu bien évidemment utiliser et donc y instrumentaliser dans le bon sens des termes, en déclenchant donc un développement je dirais assez varié de ces pays. Malheureusement, des pays qui n'ont pas de pétrole, effectivement, ont la possibilité d'assurer un certain nombre de relations économiques et commerciales via des partenariats économiques avec certains pays européens. Je prends le cas des États du Maghreb, l'UMA, qui est en fait l'Union de Maghreb arabe, qui était aurait pu être un élément déclencheur justement d'un renouveau du monde maghrébin, du monde arabe, ou de cette partie du monde arabe, et qui aurait pu peut-être déclencher par un effet effectivement je dirais de boule de neige, éventuellement c'est retombé sur le reste du monde arabe. Cette expérience malheureusement est restée vaine, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que depuis 89, depuis les accords de Bougie jusqu'à maintenant, les relations des États du Luma, des 5 pays membres du Luma, sont restés effectivement, je dirais, bloqués économiquement, commercialement. Je rappelle que à titre les chiffres sont assez parlants, assez évocateurs. Le commerce en fait intermaghrébin représente à peine, ou les échanges commerciaux du monde arabe, du monde maghrébin, des pays de l'Oman, représentent à peine 4 à 5% de leur commerce. Si on dit non, bien évidemment, sur l'absence à la fois de volonté. Et j'ai comme l'impression que ces pays sont complètement pris dans un étau et que leur souveraineté n'a de sens que dans l'ouverture sur l'autre et en oubliant bien évidemment les possibilités qu'ils ont et qui peuvent justement si elles sont utilisées, si elles sont très bien déclenchées, fera du l'humain, pour parler que de ces 6 pays-là, quasiment le 6e ou 7e puissance effectivement économique dans le monde. Ce qui n'est pas rien. On peut également évoquer sur le plan militaire la capacité de ces pays. S'il y a une véritable union, s'il y a une véritable défense justement maghrébine commune, on ne serait pas aujourd'hui dans cette situation libyenne. Je ne pense pas qu'il y aurait eu la volonté, qu'elle soit française, britannique, bien évidemment épaulée et aidée par des mains internes, ça va de soi. Ce projet-là ne réussissent que effectivement avec l'apport et la participation interne. On parlera de la Tunisie à tout à l'heure. Moi j'ai toujours effectivement en mémoire ce que disait Boudni, de son vivant. J'ai construit un État fort, un État ouvert, un État tourné vers la formation, tourné vers la mise en avant de la puissance humaine, pas par le nombre, mais par la qualité effectivement de l'éducation transmise aux Tunisiens. Et si la Tunisie venait un jour à connaître des problèmes ou à se faire déstabiliser, elle ne le saura qu'à partir et avec l'entraide et avec la participation de ses propres enfants. On se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, cette situation, la Tunisie la vit depuis à peu près 2010. Au jour d'aujourd'hui, encore une fois, on se rend compte que le monde arabe, les États arabes ont énormément de possibilités, énormément de moyens pour tenter sinon, comment dirais-je, de s'imposer, au moins d'exister avec une certaine dignité. Le mot, à mon sens, est très important sur l'échiquier mondial, sur l'échiquier des relations internationales. On n'en prend pas le chemin, malheureusement, encore une fois, par l'absence de vision politique interne propre à chaque État, et au-delà, par, bien évidemment, l'absence d'une vision commune de ces pays, ce qui fait que aujourd'hui ce sont des pays qui se trouvent complètement dispersés, divisés. Au jour d'aujourd'hui, la situation en fait de cette partie du monde, en fait du Maghreb, du Maghreb arabe,
alors qu'ils ont la possibilité, ils ont les moyens donc de mener par eux-mêmes donc le cap donc ou le wagon de train du développement donc dans ces pays. Les États donc ces pays de par l'absence de cette vision et de par je dirais une certaine culture politique qui effectivement davantage basée sur le fait donc de nommer à la tête donc de l'État ou des postes clés effectivement ceux qui vous sont proches plutôt que de se baser sur donc les compétences, sur le savoir-faire et sur ceux qui ont de l'expérience et qui peuvent justement en apporter la plus-value nécessaire justement donc à ces pays. Et on le voit avec le cas de la Tunisie. En fait, on est en train de réitérer le même schéma que sous l'ancien régime de Ben Ali. En fin de compte, aujourd'hui, on est dans une politique davantage d'appartenance que de main tendue aux compétences tunisiennes. Alors que pour le cas de la Tunisie, que je connais très bien, des compétences, c'est pas ce qui manque. On a tellement de compétences, de savoir-faire, de gens de haut niveau qui veulent participer donc à l'essor économique. Mais vous savez, il n'y a pas d'essor économique s'il n'y a pas de vision donc à court et moyen terme. Je ne parle pas du long terme parce que c'est, je dirais, quasiment inespéré dans la situation actuelle. En fin de compte, il faut une vision politique qui permet et qui, je dirais, dessine le cap donc qu'il faut suivre sur le plan économique, pour sortir justement de la dépendance des États européens, mais encore faut-il, là en l'occurrence, je parle de l'Europe parce que l'Europe quand même c'est le premier partenaire commercial des États du Maghreb. Ce ne sont pas les États du Golfe, même si les États du Golfe ont bien évidemment une présence de plus en plus importante dans ces pays économiquement et qui cherchent bien évidemment sous forme de partenariat plus ou moins mal négocié. À mon sens, le dernier en date, la proposition du partenariat turco-qatari, effectivement en Tunisie, et qui, heureusement d'ailleurs, a été n'a pas eu la réussite de son côté, fort heureusement, parce qu'en fin de compte, c'est une forme de colonisation à outrance sur le plan économique et des capacités économiques de ce pays, ce qui est bien évidemment complètement contraire, je dirais, à des relations, je dirais, classiques, d'intérêt entre différents États. Mais ça, encore une fois, on en parlera peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a la volonté de ces pays, notamment du Golfe, leur fonds financier qui est assez important. Donc, ils tentent plutôt que de travailler ensemble justement à l'émergence de projets communs, de partenariats communs, pour tenter de contrecarrer à la fois les difficultés économiques que connaissent ces pays, mais en même temps de se donner peut-être la main dans la main afin de tenter d'exister autant que faire se peut sur l'échiquier mondial. Il y a énormément de partenariats, énormément de choses à faire. Là, je me mets à la place d'un auditeur qui va écouter ça et qui va se poser cette question. On parle de l'Europe. L'Europe, comme vous la connaissez très bien, ce sont des pays structurés, c'est une puissance économique et ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, c'est ce monde arabe, qui est condamné dans son ensemble. Et on est en train de vivre et on est en train de constater, comme vous l'avez bien développé dès le départ, que les pétrodollars sont en train de s'endetter, sont en train d'appeler à une politique d'austérité chez eux, sont impliqués dans un grand nombre de conflits dans le monde arabe. J'ai dit dans le monde arabe, mais pas ailleurs. En Libye, en Syrie, en Yémen et d'autres, en Irak et bien d'autres. Et ça risque d'autres foyers qui vont se déclencher encore. Et ces pays-là, qui n'ont plus rien parce que, comme l'a dit le président américain, il s'agit d'une vache laitière. Donc, quand la vache laitière, il n'y a plus d'argent, elle passe chez le boucher. Il y a le problème. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre du monde arabe auprès de ces soi-disant pétrodollars que ça reste que le nom, parce qu'en vérité, ils n'ont plus de fonds, eux-mêmes souffrent,
eux-mêmes appellent, MBZ récemment dans un interview télévisé appelle les Émiratis à changer de méthode de gaspillage, de méthode de gestion. Les MBS, pareil, regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite, la pauvreté à gogo, comme on dit, plus maintenant le coronavirus, ces difficultés, l'argent qui peut venir du pèlerinage, il n'y est pas cette année, ça risque pour un moment. Donc, moralité de l'histoire, il y a un paradoxe qui est très important. Comment peut-on demander à un pays d'aider du moment que ce pays est endetté et travaille pour un autre agenda, comme vous l'avez dit au départ? Donc, c'est une opération risquée. Je me consacre par rapport à la Tunisie parce que c'est le pays frontalier. Est-ce que cette situation qui est paradoxale, qui n'est pas claire, mais la Tunisie en risque péril dans les prochains mois, voire les prochaines années à venir? Justement, en fait, vous avez résumé en un mot. Donc la politique, justement, plutôt la non-politique, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une politique, effectivement, qui n'a pas de vision à court, moyen terme, donc des intérêts nationaux donc de ces pays. Je n'en parle pas encore des intérêts donc du monde arabe ou de je ne sais quel nationalisme, parce que ce sont des mots complètement dépassés, aujourd'hui renvoyés, je dirais, dans la poubelle de l'histoire. Aujourd'hui, effectivement, on est davantage vers une forme d'égoïsme. Donc, nationaux, et c'est un petit peu le chacun pour soi qui l'emporte aujourd'hui. Il aurait été opportun, il aurait été peut-être donc utile et intelligent, donc d'associer les richesses donc pétrolières, les richesses financières des États des Golfe avec le savoir-faire donc humain notamment donc des pays du reste donc, du monde arabe. S'il y a eu contact, s'il y a eu effervescence, s'il y a eu mélange, s'il y a eu donc une sorte, comment dirais-je, de contact, je crois que c'est le mot, donc entre ces deux sommités du monde arabe, je ne pense pas que ce monde serait aujourd'hui à la traîne et à ce point donc résigné à donc faire ou à pratiquer donc ou à dessiner des politiques qui consentent en fait la négation de ses propres intérêts. Car l'intérêt des Émirats aujourd'hui, ce n'est pas de dépenser effectivement dans des dizaines de milliards donc à l'année dans un conflit effectivement je veux parler du conflit libyen, sauf bien évidemment à combattre l'islam politique. Est-ce que c'est l'intérêt aujourd'hui des Émiratis? J'en suis pas sûr que leur intérêt premier donc sur le plan national, c'est de se débarrasser de ce qu'ils appellent l'islam politique. Est-ce que c'est l'intérêt du Qatar aujourd'hui donc de dépenser des milliards et de se rapprocher donc de la Turquie dont il est devenu un peu d'ailleurs un partenaire stratégique donc notamment avec des bases militaires donc turques donc au Qatar? Est-ce que c'est donc le besoin des Qataris, c'est aujourd'hui de combattre je dirais un peu une forme de modernisme donc importé par donc des contre-révolutions donc arabes et donc d'asseoir un peu partout dans le monde arabe des régimes d'obédience islamiste? Est-ce que c'est réellement l'intérêt de ces pays? Est-ce que c'est l'intérêt de ces peuples? Je n'en suis pas sûr, mais encore faut-il leur poser la question. Et j'en suis sûr qu'aujourd'hui, effectivement, s'il y avait un minimum de fonctionnement démocratique et d'élections libres et transparentes dans ces pays, je pense que les Qataris, les Émiratis, les Saoudiens, pour ne parler que de cela, ont certainement peut-être auraient pris une autre position et auraient peut-être chassé donc ces États ou ces régimes, effectivement, pour en installer des régimes beaucoup plus représentatifs donc de leurs attentes et de leurs revendications nationales. Ce sont des pays qui viennent de naître, hein, il ne faut pas l'oublier, hein, ce ne sont pas des pays avec une civilisation ancienne et en plus riches. Vous voyez le problème où il est? Donc il y a la richesse plus la jeunesse. Si on le compare à un parcours humain, c'est un petit peu la pagaille. Est-ce que peut-on dire c'est une pagaille
qui peut être fatale ou bien une pagaille qui peut être formatrice plutôt à ces Émiratis, mais aussi saoudiens qui essaient de garder la notoriété d'un pays comme l'Arabie Saoudite en tant que pays central, en tant que pays important pour le monde musulman. J'en pose la question. Oui, absolument. Encore une fois, donc on revient toujours à la même, je dirais, à la même interrogation, et donc on ne peut pas donner une autre réponse que celle-là. C'est-à-dire à savoir, est-ce que ces pays, même s'ils sont jeunes d'un point de vue effectivement de l'indépendance, de leur indépendance réciproque, est-ce qu'ils ont réellement aujourd'hui, enfin est-ce qu'ils ont eu hier, la réponse est non, parce qu'on le voit aujourd'hui avec la situation qui vit donc ce pays aujourd'hui, donc une situation désastreuse, alors qu'ils ont énormément de possibilités et de moyens financiers, comme on l'a si bien dit. Est-ce qu'aujourd'hui effectivement ces pays ont-ils la possibilité, l'envie, la volonté, peut-être ont-ils compris d'ailleurs que le cap suivi jusqu'à maintenant était très mauvais et que de toute façon il en a résulté effectivement une forme de dépendance à l'égard donc des États protecteurs, que ce soit notamment surtout le cas des États-Unis pour l'Arabie Saoudite et les Émirats, donc et accessoirement pour le Qatar, même si ce dernier a cherché un petit peu à se sortir un petit peu de la toute-puissance ou du suivisme justement, donc de l'alignement total sur les États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui le Qatar, peut-être un peu plus intelligemment, est en train effectivement donc de montrer le chemin à suivre donc à des grands pays beaucoup plus grands que lui, comme l'Arabie Saoudite, qui est en fait au cœur du monde arabo-musulman, et accessoirement donc des Émirats qui ont effectivement des possibilités donc financières assez importantes. Mais force est de constater qu'encore une fois, en l'absence de vision commune, en l'absence d'une stratégie commune de ces pays, alors qu'ils sont tous membres quand même du CCG. Je suis quand même, je dirais, abasourdi donc, à l'idée de savoir qu'on parle de pays qui ont effectivement un partenariat en commun, qui sont dans un conseil de coopération donc des Golfe, et qui dit partenariat stratégique, dit quand même que quand un pays est attaqué ou risque justement d'être déstabilisé ou attaqué, c'est l'ensemble des pays qui doivent l'être. Et qui doivent bien évidemment réagir de manière, je dirais, de manière identique pour sauver justement ce pays donc d'un risque quelconque ou d'un danger quelconque. Aujourd'hui, que non seulement justement ce partenariat ne fonctionne plus, et que le luxe, et ça franchement le comble donc, du paramètre du ridicule, c'est que ce sont donc des pays à l'intérieur de ce même partenariat qui attaquent d'autres pays appartenant à ce même partenariat. Imaginez demain, donc au sein de l'Union européenne, imaginez la France attaque l'Allemagne, ou que l'Allemagne attaque ou menace donc d'attaquer militairement, voire d'occuper militairement un pays comme la Grande-Bretagne, ou un pays effectivement comme la Belgique. Non, mais c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Comment peut-on expliquer cet état d'esprit chez ces pays de ce Conseil de coopération du Golfe? Parce qu'en fin de compte, leur objectif premier, c'est donc la domination et la recherche de leadership. Le leadership, effectivement, je dirais régional, donc leur dicte ce type de comportement. Sachant, ils sont confortés donc, dans cette recherche permanente donc, de leadership par l'idée qu'ils sont protégés de l'extérieur. Qui par les Américains, qui par accessoirement donc, les Français de plus en plus. Maintenant, ils sont aux Émirats. Les Français, depuis 2010, pratiquement, ils ont ouvert une brèche donc, dans les rapports franco-émiratis. Alors que jusqu'à présent, ces pays étaient considérés comme, je dirais, une chasse-garde américaine. Et aujourd'hui, effectivement, on voit très bien, peut-être donc les Américains sont en train de perdre donc le Qatar au profit justement de l'allié ennemi à la fois donc turc. On voit les Émirats qui cherchent aujourd'hui effectivement à se tourner donc à ouvrir d'autres brèches, effectivement notamment via l'Europe et la France principalement. Et on voit surtout l'Arabie Saoudite effectivement qui donc depuis 2007-2008 se rapproche effectivement d'autres puissances, notamment donc la Russie, avec qui elle a aujourd'hui donc de relations donc partenarial assez prononcé. Et on voit bien évidemment peut-être un début, enfin moi je l'ai vu comme ça en tous les cas, donc un début, peut-être une étincelle d'intelligence donc de ces pays donc monarchiques, de sortir justement du tout-suivisme et de cette entière et flagrante dépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, il n'en est rien, ce n'était qu'une volonté d'ouverture
vers d'autres pays donc commercialement pour assurer bien évidemment donc l'écoulement de leurs matières premières, pétrole et gaz donc pour ainsi dire, mais qu'en vérité ils restent totalement tributaires du point de vue de leur sécurité, du point de vue de leur existence, de leur longévité, de la protection des États-Unis. Vous avez parlé donc, du leadership, M. Trudi, oui. entre les Qataris et les autres. À terme, vous ne croyez pas qu'il y aura aussi un autre conflit entre MBZ et MBS? C'est possible, c'est fort probable même. Mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, la lecture qu'on se fait, notamment si on essaye notamment de s'aligner, ou plus de voir, ou d'analyser, de décortiquer un peu donc les politiques étrangères donc de ces pays vis-à-vis donc du printemps arabe, on se rend compte qu'en fait qu'ils sont totalement, effectivement, qui continuent vers cette recherche donc de leadership, mais en testant, en expérimentant justement cette recherche sur donc leurs frères arabes et loin bien évidemment donc des je dirais donc de la recherche de la stabilité donc dans ces pays loin de là, parce que leur objectif c'est effectivement d'aligner donc ces révolutions ou ces contre-révolutions pour les uns, des révolutions pour les autres, donc selon un petit peu donc l'adage qui dit donc l'ami de mon ennemi c'est donc c'est mon ami, donc mais en fin de compte ces pays aujourd'hui sont complètement je dirais pris dans cette étau. D'un côté, donc le Qatar et la Turquie, bien évidemment, le Qatar a volonté et un intérêt aujourd'hui de se rapprocher de la Turquie. Je crois qu'il faut chercher cela, bien évidemment, dans la géopolitique justement donc de la région et surtout donc dans le fait que le Qatar c'est un tout petit émirat effectivement perdu donc entre donc l'Arabie Saoudite, les Émirats et qu'ils ont tout intérêt effectivement depuis le menace donc qu'a proféré effectivement donc l'Arabie Saoudite et le risque d'occupation, carrément par la disparition donc de l'Émirat par l'Arabie Saoudite et donc et son allié émirati. Donc c'est tout à fait normal que le Qatar chercherait ou a cherché effectivement à se protéger. Et il a trouvé en l'espèce donc son rapprochement, d'abord son alignement donc géopolitique sur la Turquie, avec qui il partage bien évidemment un certain nombre donc de stratégies, de visions politiques, notamment d'appui au mouvement donc islamiste ou à ce qu'on appelle communément l'islam politique. Et de l'autre côté, vous avez effectivement le camp saoudo donc émirati qui a cherché au contraire effectivement donc du Qatar à soutenir et à financer la contre-révolution pour éviter justement donc l'avènement d'un monde ou d'une quelconque ou d'un premier balbutiement de la démocratie dans le monde arabe. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que la démocratie a complètement pris en Tunisie, loin de là. Il y a encore beaucoup de chemin donc à faire et on voit très bien d'ailleurs la situation aujourd'hui donc catastrophique sur le plan économique et financier. Donc on dit non bien évidemment sur les difficultés que vit donc ce pays et que donc il a besoin donc de consolider ces premiers pas effectivement donc sur le plan démocratique pour tenter bien évidemment donc de lui apporter le soutien financier et économique dont il a besoin. Car vous savez très bien, moi j'ai toujours dit, et je défie quiconque qui pourra me donner un seul exemple dans le monde où la démocratie a pris en tant que système, bien évidemment, de gestion politique donc, et d'alternance au pouvoir sur un corps économiquement malade. Les gens, quand ils ont, je dirais, pour intérêt donc, majeur de manger et d'assurer donc, le quotidien et d'aller se soigner et trouver donc, le traitement donc, disponible en pharmacie, je crois qu'ils n'ont pas donc, d'autres... ils ne sont pas là pour donc, savoir si cette démocratie a pris ou pas, ou si l'alternance au pouvoir donc, est un petit peu la priorité dans les Tunisiens. Même si, bien évidemment, chacun tend et tout le monde, effectivement, veut donc aller vers une forme, je dirais, donc, de gestion démocratique qui tient compte, justement, donc, des disparités, qui tient compte, donc, des différences, qui tient compte, bien évidemment, de l'intérêt, donc, des uns et des autres, d'exprimer leur projet politique dans un pays où, donc, les uns et les autres se respectent. Mais, encore une fois, le tout ne peut être fonctionné qu'avec un moteur qui fonctionne très bien et qui tourne un quart de clé, donc à savoir le moteur économique et financier. Et là, malheureusement, on se rend compte que c'est pas le cas. Et donc toujours du coup, donc aujourd'hui, l'expérience démocratique tunisienne, elle est même menacée. Elle est menacée de l'intérieur.
parce que effectivement l'élan économique et financier ne suit pas. Et quand un pays devient hyper endetté, qui devient effectivement complètement tributaire, et qu'on dicte la marche à suivre donc de l'extérieur, de quelle souveraineté parle-t-on? De quelle indépendance parle-t-on? De quel système démocratique parle-t-on quand on n'est plus effectivement souverain dans ses propres décisions? Écoutez, il me reste deux questions, si vous le permettez, après une conclusion par rapport à ce décryptage transversal. On a parlé, M. Trudy, sur cette présence et surtout ingérence, il faut dire les choses telles qu'elles sont, en Libye, des forces étrangères par rapport à un pays qui est ancien aussi, qui est connu, qui est un pays qui avait un peuple, qui est toujours un peuple, qui était géré avec un monsieur qui s'appelle Kadhafi. Tout ce qu'on peut leur dire sur lui, il était quelqu'un qui fédère ces Libyens. Maintenant, cette concurrence, cette guerre, et puisque vous connaissez l'Europe aussi, on est en train de la constater ici en Europe. Cette guerre par procuration entre les frères ennemis, émiratis, qataris, saoudiens, on le voit et on la constate sur le champ européen à travers, par exemple, le champ religieux. On voit il y a une course folle envers les mosquées et envers aussi les musulmans qui se trouvent dans ces pays européens. Le souci qui se pose, et c'est là où j'aimerais bien avoir votre avis, puisque vous connaissez l'Europe et vous connaissez la France. Le souci qui se pose, c'est que tout simplement, nous vivons une période de coronavirus, une période de vide. Quand j'ai dit moi Covid, il y a le mot vide. Il y a un vide de suivi, il y a un vide de soutien comme ça a été auparavant, il y a un vide vis-à-vis des collèges, vis-à-vis des écoles, vis-à-vis de l'assistance, vis-à-vis de la protection, ainsi de suite. Et on se trouve avec cette guerre qui se trouve encore sur les sols européens entre deux pays, aucun ressortissant qui fait partie de cette communauté musulmane, mis à part, bien entendu, les hommes d'affaires, quelques hommes d'affaires ou quelques cadres des ambassades et du consulat. Le souci qui se pose, est-ce que l'Europe risquera à terme d'avoir un conflit aussi grave sur son sol par l'intermédiaire de ces deux États et qui crée une déstabilisation comme c'était le cas dans le monde arabe? Est-ce que la guerre entre deux pays, deux frères ennemis arabes, et vous le savez que les Arabes, il y a toujours cette notion de vengeance, cette notion de régler des comptes, et là on la voit, elle est en train de traverser les frontières et ça risque de poser un réel problème dans ces pays, comme c'est en train de se passer actuellement dans le monde arabe et bien entendu notamment au Maghreb. Oui, absolument. Donc c'est en fait, c'est encore une fois, donc c'est ce que vous dites, c'est vrai. Il y a aujourd'hui, donc en fait, donc un double ressort, donc des politiques étrangères que mènent effectivement ces États donc monarchiques. Il y a également la volonté, bien évidemment, ça va de soi, de dominer le leadership donc des États arabes et notamment pour le cas de l'Arabie Saoudite, qui est peut-être un peu le bastion du monde musulman, qui veut contrôler bien évidemment donc l'islam, donc et qui cherche effectivement à idéologiser, si je puis dire, donc l'islam via effectivement donc l'apport de ce Coran wahhabisant dans l'islam donc sunnite, qui est très éloigné bien évidemment de ce précepte, de ces pratiques effectivement wahhabisantes, qui sont d'ailleurs à mon sens complètement donc une forme dévoyante et donc qui est complètement erronée donc de l'islam sunnite tel que donc la majorité des sunnites, la grande majorité de quelques milliards 200 millions donc de musulmans le connaissent. Il y a la volonté bien évidemment aussi donc à la fois de dominer le leadership dans ces régions, mais également d'exporter donc leur modèle effectivement donc religieux donc au-delà de leurs frontières et notamment en Europe. Et la France bien évidemment est un État qui a souffert, qui souffre aujourd'hui encore donc de cette mainmise et de cette je dirais volonté de pénétration donc de ces États, qu'elles soient donc qataris ou qu'elles soient à travers justement donc de présence d'associations
donc d'organisations dites humanitaires entre guillemets, donc qui travaillent sans relâche dans des quartiers les plus difficiles, donc dans les villes donc les plus appauvries effectivement donc de France. Et on voit bien évidemment donc j'habite le Seine-Saint-Denis depuis à peu près 35 ans et je connais que trop bien effectivement donc l'impact donc de ces associations en France. Et d'ailleurs, je rappelle vos auditeurs, il y a un article que j'ai fait là-dessus il y a à peu près donc 5-6 ans, qui est encore d'actualité brûlante aujourd'hui, que j'ai intitulé donc les associations caritatives, les dessous de cartes donc des associations caritatives donc musulmanes en Europe, principalement en France. Où il y a effectivement, on se rend compte qu'il y a énormément donc là aussi donc de volonté d'occupation donc de terrain donc par ces associations, qu'elles soient saoudiennes ou qataries essentiellement. Et d'ailleurs, ces deux associations se disputent justement, donc là, le contrôle justement donc de ces terrains plutôt, ou l'absence, bien évidemment, donc de l'État français. Ça, bien évidemment, c'est une responsabilité première. D'ailleurs, c'est pas un secret de Polichinelle que de le dire, puisque l'État français le reconnaît donc lui-même. Et cette politique de 30 ans, un peu donc de marginalisation donc quasi programmée, hein, de stigmatisation justement donc des musulmans dans ces différentes contrées donc françaises donc où règne un petit peu donc la pauvreté donc et l'échec scolaire donc l'absence de l'ascenseur social. Donc tout ça a fait que donc a facilité donc l'intervention donc de ces associations donc qui déversent des millions donc d'euros pour tenter d'occuper donc autant que faire se peut donc ce terrain et donc du coup je dirais d'imprégner un peu donc l'islam donc l'islam de France comme on le dit entre guillemets par effectivement donc leur présence. Ceci étant, la question a été posée pas simplement pour la France, pour la Belgique, pour l'Allemagne et d'autres pays effectivement parce qu'aucun pays européen quasiment aujourd'hui n'échappe effectivement à la présence et à cette espèce d'exportation justement donc de guerre religieuse entre ces deux pays, donc même si en apparence, donc les deux pays, qu'ils soient donc le Qatar ou l'Arabie Saoudite, semblent effectivement en vérité donc avoir ou plutôt répondre à un seul même type d'islam, donc plus ou moins avisant. Sauf que M. Trudy, il y a un pays qui commence à prendre de l'ampleur dans ce domaine, donc c'est les Émiratis, à travers ce conseil ce conseil des minorités musulmanes dans le monde et qui devient vraiment présent sur un grand nombre de dossiers ici en Europe. Je ne parle pas que de la France. Ça fait un certain temps qu'on est sur ce dossier. On voit il y a une présence accrue et en même temps il y a une présence qui prend de l'ampleur sur le terrain surtout social musulman. Donc il y a un risque aussi. Et ce risque, il y a un risque. Mais ce risque, moi je me pose la question, est-ce que peut-on toujours réfléchir et de se poser une question simple? Un des pays qui se prononcent, qui disent comme quoi à leur peuple, comme quoi nous sommes en difficulté, nous optons pour une politique d'austérité, nous avons des dettes et l'empreinte de l'argent. Comment peut-on faire confiance à des pays qui peuvent investir dans ces pays même européens, mais à part les pays arabes, parce que on va passer par mon frère et ainsi de suite, mais là, dans des pays européens qui ont des paradigmes, ils ont des règles et ils ont aussi une surveillance, comment peut-on accepter éventuellement une aide d'un des pays qui devient insolvable actuellement et qu'ils le disent, ce n'est pas quelque chose qui est caché, qu'ils le disent et qui vient vendre. Est-ce que sommes-nous en train de vivre ou d'acheter un leurre tout simplement qui risque de créer une déstabilisation sociétale dans les pays européens, comme c'est le cas maintenant dans les pays du Maghreb. Et comme vous le savez, il y a toujours une guerre à l'intérieur de chaque pays maghrébin entre les pour et les contre, parce que cette marchandise de vendre de l'or et de vendre quelques bacs chicha, moi je les appelle, créera certainement une déstabilisation des démocraties montantes ou bien des démocraties
qui sont anciennes, notamment le cas de l'Europe. Oui, absolument. En fait, pour le cas de la France, pour revenir, je veux dire, aujourd'hui, il y a donc une peur, franchement. Donc, et je pense que les États du Golfe en ont beaucoup participé, donc à peut-être étendre, je dirais, à tort ou à raison, hein, donc, ou en tous les cas, augmenter, donc, à gonfler justement cette peur de l'islam et des musulmans. Il y a une forme aujourd'hui, effectivement, de rejet donc de l'islam donc en France. Et si vous voyez aujourd'hui, effectivement, donc la réussite donc, politique d'un certain nombre de partis d'extrême droite. Regardez la réussite du Front National donc récemment dans les élections donc européennes en 2019, en mai 2019, ils ont fait donc un bond en avant, mais complètement historique. Regardez la réussite ailleurs, en Belgique, donc l'Aube dorée donc en Grèce et d'autres effectivement donc en Allemagne et ailleurs. Donc les pro-nazis, en tous les cas, donc ceux qui se réclament un peu effectivement donc de cette histoire, je dirais donc ô combien, comment dirais-je, donc difficile à soutenir, donc en Allemagne et ailleurs. On peut en citer bien évidemment beaucoup d'exemples ainsi. Donc en fait cette réussite effectivement donc de ces mouvements, de ces partis politiques, en fait donc n'a de sens que dans bien évidemment donc la peur, ou cette peur qui a été complètement bien utilisée, instrumentalisée. Donc on a mis en avant l'étendard effectivement donc de la peur donc de l'islam, et dont d'ailleurs donc des États comme le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou encore et surtout l'Arabie Saoudite ont largement participé donc en essayant de contrôler donc l'islam donc dans ces pays lointains, alors que ils auraient été beaucoup plus pourtant beaucoup plus renseignés donc à dépenser cet argent, ces sommes d'argent phénoménales donc dans des projets de développement donc interne pour assurer donc le développement, ne serait-ce que en termes donc de formation, en termes d'éducation donc de leurs pays respectifs. Et quand vous voyez tout à l'heure vous parlez donc du taux de pauvreté effectivement en Arabie Saoudite, allez-y dans l'est de l'Arabie Saoudite, d'ailleurs paradoxalement c'est là où il y a l'ensemble, une bonne partie justement donc des gisements pétroliers donc de l'Arabie, et qui sont d'ailleurs donc une zone habitée essentiellement par des chiites, effectivement par des saoudiens d'obédience donc chiite, qui est une carte bien utilisée, d'ailleurs on le sait très bien, par les Iraniens hier, et ça le sera certainement demain. D'ailleurs les Iraniens ont menacé à plusieurs reprises qu'en cas d'attaque effectivement donc de l'Arabie Saoudite, participation de l'Arabie Saoudite à une quelconque attaque contre Téhéran, ça sera considéré comme une déclaration de guerre, et que donc les Iraniens utiliseraient toutes les cartes qu'ils ont bien évidemment en main. Et là bien évidemment ils parlaient de la carte chiite effectivement donc dans l'est de l'Arabie Saoudite, pour déstabiliser, peut-être rayer de la carte je dirais une partie en tous les cas de l'Arabie Saoudite. C'est le cas également effectivement pour donc le Koweït, le cas pour d'autres pays effectivement donc du Golfe. Ils sont menacés de l'intérieur, ils ont des problèmes énormes sur le plan donc intérieur, et j'ai comme l'impression que donc les sommes d'argent dépensées donc à l'extérieur, bon encore je parle pas des investissements qu'ils font dans le football et dans basketball et dans différents jeux sportifs aujourd'hui, effectivement c'est complètement ridicule, alors qu'ils auraient pu bien évidemment, ils auraient dû même s'il y avait un quelconque effectivement donc suivi, un quelconque comptabilité effectivement donc de leurs actes et de leur manière, donc la manière avec laquelle effectivement ils gèrent leur propre pays, leur propre peuple, je pense que donc il aurait été certainement depuis longtemps questionné et peut-être même donc jugé pour donc incompétence, voire pour donc délapidation des fonds publics. On voit aujourd'hui effectivement la montée de l'islam, de l'islamisme effectivement en France. On est donc bien évidemment la résultante à mon sens direct de cet appui que recevaient justement donc des associations donc en France, en Belgique et ailleurs, hein, mais qu'en vérité ce sont des aides qui cachent bien évidemment le fond, c'est-à-dire donc l'utilisation ou la diffusion donc d'un type d'islam qui est complètement étranger. Vous suivez l'actualité sur ce point-là, parce qu'il y a quelque chose qui échappe au radar quelque part. Il y a beaucoup de médias qui ont parlé, et je crois que vous l'avez bien suivi, et comme quoi, tout simplement, des partis extrémistes, hein, donc des partis de soit Front National ou autres, qui se font subventionner par ces pays du Golfe, et notamment les Émirats Arabes Unis.
Et ça a fait la une du journaux, il y a fait même un débat, il y a même des enquêtes dans ce sens. Le souci qui se pose, justement, le souci qui se pose, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Alors, en fin de compte, il faut savoir que, pour revenir un petit peu donc aux Émirats, pour ici bien de bien planter un peu le débat. Il faut savoir que la politique étrangère, justement, donc d'Abu Dhabi, en fait, est passée par deux étapes essentielles. Donc la première, qui est une sorte de vitrine, qui a bien vendu les Émirats depuis 1990. C'est celle effectivement de se tourner vers le développement des échanges, la multiplication des partenariats économiques grâce à une totale ouverture à l'extérieur. Bien évidemment, tout ça est comment dirais-je, s'explique par la recherche permanente. Pour ce pays en tous les cas, et c'est le cas également pour l'Arabie Saoudite ou même pour le Qatar, l'enjeu, bien évidemment, est toujours la stabilité politique, justement, de ces régimes dans une région plus ou moins difficile parce que trop convoitée. L'autre paramètre qui nous intéresse donc ici, même si le premier est aussi important, c'est bien évidemment la politique étrangère des Émirats, en fait, s'explique également, est teintée également par cette, je dirais, ces relations très conflictuelles, je dirais même houleuses, avec l'islam politique. Depuis effectivement, quasiment depuis 1990, je dirais même avant, depuis même avant l'indépendance justement des Émirats, il y a eu une forme notamment une sorte de développement accru du rejet de l'islam politique et notamment quand il y a eu la dénonciation des frères musulmans de la présence américaine en Arabie Saoudite. On n'est pas en histoire pour essayer de comprendre un petit peu le fil de ce qui s'est passé quand en 1990 s'installe effectivement les Américains s'installent quasi durablement en Arabie Saoudite le fait est que les frères musulmans ont rejeté effectivement cette présence américaine sur le sol de la Terre Sainte effectivement pour les musulmans. Cette dénonciation des frères musulmans a entraîné un durcissement je dirais très important de la politique pas seulement saoudienne et dans la foulée des Émirats arabes unis face aux frères musulmans. Et du coup on assiste depuis à une forme d'affrontement quasi annoncé qui a été programmé, d'ailleurs on le voit très bien aujourd'hui entre les Émirats arabes unis et les frères musulmans, et l'Arabie Saoudite en même temps, parce qu'ils sont quand même, il y a une volonté aujourd'hui accrue des deux pays de mettre la main dans la main et combattre effectivement l'islam politique, parce que pour eux il est en fait source de déstabilisation des régimes dans ces pays. Et bien évidemment cette guerre contre l'islam politique a atteint son apogée avec l'arrivée du nouveau roi ou émir effectivement émirati le rejet de l'islam politique à la fois sur le plan interne et également très important sur le plan régional, font depuis 2011 en fait l'essentiel de la politique étrangère des Émirats arabes unis, encouragés, c'est vrai, il faut le dire, par le déclenchement des printemps arabes. Donc en fin de compte, aujourd'hui, il n'y a pas, on n'est pas du tout dans un on est bien dans un axe de politique étrangère qui est en fait qui n'a jamais caché d'une manière en tous les cas quasi logique entre guillemets son soutien à tout ce qui relève effectivement de tout ce qui est contre-révolution, en tous les cas de rejet de l'islam politique. D'ailleurs, ils en ont fait l'Égypte une sorte de verrou stratégique important entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et donc l'Égypte a été entraînée un peu dans cette vague de rejet de l'islam politique à la faveur justement de la révolution égyptienne et l'arrivée de l'ex-président Morsi à la tête de l'État égyptien après une élection, on va dire,
historiquement démocratique et transparente justement donc en Égypte, et qui a bien évidemment connu une fin donc terrible avec le rejet et donc la prise donc de l'armée égyptienne effectivement donc du pouvoir donc en Égypte. Au terme donc, de cette opposition frontale, bien évidemment se trouve le dossier libyen. Aujourd'hui, effectivement, le dossier libyen, en fait, exprime de la meilleure façon qu'elle soit, l'apogée de cet affrontement entre, d'un côté, l'islam politique représenté par le Qatar et la Turquie, et de l'autre côté, bien évidemment, l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui n'ont pas intérêt à ce que ces expériences démocratiques réussissent dans ces pays, parce qu'ils savent que si jamais ça sera le cas, donc ces pays seraient un jour ou l'autre, tôt ou tard, emportés par cet élan démocratique, par cet élan, je dirais, de recherche ou de volonté, de changement, politique, à l'interne. Monsieur Trudi, sur ce point-là, puisque vous avez évoqué bien sûr le monde arabe, vous avez évoqué cette guerre contre les régimes démocratiques et surtout cette volonté démocratique d'un certain nombre de pays. Vous suivez l'actualité, bien entendu. Vous avez pu constater que le Maroc récemment est en train de subir presque la même pression. Absolument. Est-ce que cela signifie que cette démocratie au Maroc, qui est montante, pose un réel problème chez les Émiratis et chez les Saoudiens? Oui, absolument. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que, en fait, l'axe émirati ou saoudo-émirati, en fait, il a une politique, une diplomatie proactive, et du coup, qui s'appuie sur une idéologie sont toutes cohérentes. Avec des objectifs qui sont géopolitiquement et géostratégiquement bien connus. D'ailleurs, c'est ce qui permet un petit peu à ces pays de travailler sur plusieurs axes. Commun d'ailleurs, pas simplement le cas de la Tunisie, la Libye, le Maroc, et en total d'ailleurs soutien avec l'allié saoudien quand les Émirats intervient, l'Arabie Saoudite en soutient jusqu'au bout des angles toutes les actions émiraties, et inversement quand l'Arabie Saoudite intervient quelque part, inversement on sent qu'il y a un partenariat aujourd'hui saoudo-émirati qui travaille à la perfection. Et d'ailleurs, et que dire également aussi du conflit israélo-palestinien. N'oublions pas que ces deux pays ont été effectivement les vecteurs, je dirais, de l'acceptation un peu de ce deal du siècle, qui n'en est pas un accord sans accord, un accord sans la partie importante, effectivement, c'est un mariage à un, pas à deux. Et n'oublions pas que les Émirats et l'Arabie Saoudite étaient même non seulement des soutiens, mais étaient même parmi les pays qui ont préparé justement cet accord et qui ont tout fait justement pour qu'il réussisse et notamment lors de sa déclaration. D'ailleurs, ces deux pays étaient présents quand le président américain, en fin janvier, on a présenté cet accord qu'il présentait comme historique. Pire encore, ces pays ont même obligé les Palestiniens en leur disant c'est votre dernière chance d'accepter cet accord si vous voulez effectivement mettre fin à ce conflit qui n'a qu'assez duré. Et quand vous voyez les positions saoudiennes sur ce conflit et notamment émirati, vous mettez un petit peu, comme dirais-je, vous cherchez à comprendre les points de rapprochement entre les deux, on peut bien évidemment, on arrive à la conclusion qu'ils sont en fait sur un seul et même axe. Parce que cet axe répond en fait à une idéologie, répond à une forme de diplomatie proactive qui les propulse tous les deux dans un certain nombre de pays, sans exception. Il n'y a aucun pays qui aujourd'hui pourrait être épargné de cette volonté de la mise saoudo-émirati.
Le Maroc en fait partie, la Tunisie aujourd'hui, c'est le cas. On assiste effectivement à une forme de confrontation, de rivalité entre deux axes effectivement importants. Et entre les deux, vous voyez effectivement, on a certains acteurs tunisiens effectivement d'un côté comme de l'autre, et chacun fait un peu le plat de ses soutiens d'un côté comme de l'autre. Alors qu'en vérité, moi je suis un petit peu écuré de voir qu'en fin de compte, aujourd'hui, la Tunisie n'a pas besoin, un tout petit pays, effectivement, qui n'a pas beaucoup de moyens, notamment sur le plan militaire, sur le plan, comment dirais-je, de sa vision, effectivement, géopolitique, géostratégique, effectivement, de ses relations à la fois sur le plan régional, à la fois sur le plan mondial. La Tunisie a toujours été un pays, comment dirais-je, qui s'est beaucoup distingué par cette espèce de constance en matière de politique, en matière de diplomatie et en matière de politique étrangère. Celle de ne pas effectivement sombrer dans la situation ou dans les rapports de bloc, parce que justement on n'en a pas les moyens. D'ailleurs on a vu, on a tiré l'expérience malheureuse, désastreuse même effectivement de la projection tunisienne en Syrie, et on a vu effectivement comment cette situation a, je dirais, ruiné et qui a renvoyé la diplomatie tunisienne, je dirais, quelques décennies en arrière. Alors que jusqu'à présent, la Tunisie a eu une diplomatie, je dirais, très ciblée sur la légitimité internationale et sur le règlement des conflits via les échanges et la discussion entre les États en respectant bien évidemment la légalité et la réglementation mondiale. Je vous donne rendez-vous si vous le permettez. Si vous l'acceptez bien, je serai toujours heureux de vous avoir parmi nous, surtout pour parler de cette philosophie, de cette politique étrangère des Émiratis et des Saoudiens. Et il faut qu'on consacre un jour une émission dédiée que ça, pour voir un petit peu la vision, l'objet de cette vision étrangère de ces deux pays. Ma dernière question, et ça c'est en relation avec ce que vous avez évoqué au départ. Vous avez parlé comme quoi le monde arabe en phase terminale. Le président Macron a parlé sur l'OTAN que l'OTAN est en mort cérébrale. Peut-on dire que le monde arabe aussi il est en mort cérébrale et que les deux pays, voire les trois pays qui sont actifs sur cette notion, comme vous l'avez évoqué vous aussi, les Émirats arabes unis, bien entendu l'Arabie saoudite et aussi ce conflit avec le Qatar et aussi les Égyptiens qui sont dedans, sont en train de creuser la tombe du monde arabe? Absolument. C'est totalement vrai. Et encore une fois, la politique a horreur des vides. Et quand des pays qui forment une nation, une civilisation, une histoire, jadis très féconde, et une religion, une des grandes religions de ce monde, une histoire, une civilisation, une vision effectivement du monde qu'avait le monde arabe effectivement de lui-même. Aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, tout cela s'émiette. Tout cela en train de disparaître parce que une vision commune a manqué à ces pays. Vision commune, d'abord de leur existence, de leur sécurité et de leur capacité de peser un tant soit peu sur l'échiquier mondial. Sachant encore une fois, ces pays ont énormément de moyens, énormément d'instruments, et ils ont bien évidemment des populations plutôt très jeunes. Le monde arabe, ça bouillonne justement de jeunesse, qui demande qu'à apprendre et qu'à travailler. Et on l'a vu d'ailleurs, la Tunisie a montré encore une fois récemment lors de cette crise sanitaire, a montré les talents, je dirais, assez importants. Et d'ailleurs, j'étais personnellement positivement pris dans cet élan et j'ai vu comment les jeunes Tunisiens par des moyens financiers franchement rédhibitoires ont pu effectivement montrer leur capacité à construire des appareils de respiration artificielle, à construire justement des masques justement de protection et plein d'autres bien évidemment initiatives ici et là ont ri
réussi, et ça montre encore une fois combien ce monde arabe en fait bouillonne et donc de capacité, de compétences. Je crois qu'à un moment donné, il faut que ces pays se mettent enfin à gouverner. Pour leur peuple et non pas contre leur peuple. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, on est toujours dans une quête donc de l'État. Donc, qu'est-ce que l'État dans le monde arabe? Est-ce que ce sont des États, je dirais, donc pré-démocratiques, ou est-ce que c'est une forme d'autoritarisme un peu donc qui s'impose donc par la force en fin de compte et par l'absence, je dirais donc de volonté donc de tracer enfin un cap donc politique, démocratique. Bon, il y a quelques pays qui ont tenté, bien évidemment, qui ont commencé leur parcours démocratique. On prend des pays comme le Liban, donc le Liban qui était un des pères peut-être donc un des pays donc précurseurs en matière donc de démocratie et d'alternance au pouvoir. On voit bien évidemment un exemple comme le Koweït qui est en train de réussir. Bien évidemment, beaucoup de choses restent à faire. On voit l'expérience tunisienne qui est un petit peu dans ses premiers balbutiements, donc ça va de soi, mais qui aujourd'hui, malheureusement, risque justement, donc connaît des problèmes et des freins, des difficultés à la fois internes sur le plan économique et financier, de par bien évidemment l'absence de vision politique, effectivement, capable et donc suffisamment bien étudié, qui tient compte justement donc des attentes et des aspirations donc des Tunisiens. Et vous avez donc de l'autre côté là aussi le risque d'interventionnisme à la fois arabe et étranger. Donc les uns veulent effectivement donc capter donc je dirais cette révolution pour essayer de lui donner un tempérament, que sais-je, une ligne donc islamisante. Les autres veulent effectivement donc au contraire donc stopper cet élan démocratique et tenter peut-être donc d'amener la Tunisie ou de faire donc de glisser la Tunisie vers une forme de retour un petit peu donc à l'égyptienne, c'est-à-dire d'un homme fort capable justement donc de gouverner le pays par le sang et par le feu. Donc j'ai comme l'impression qu'entre les deux, les Tunisiens sont complètement perdus aujourd'hui. Et en même temps, ils sont très intelligents, ils sont bien conscients effectivement de ce qui se passe. Donc je crois qu'aujourd'hui, donc le monde arabe doit arrêter, les États arabes doivent arrêter effectivement de se battre les uns contre les autres. Ils doivent comprendre que ce monde est plus complexe que le monde qui viendra post donc crise sanitaire sera beaucoup plus rude, beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, beaucoup plus perplexe, et qu'ils ne doivent effectivement que compter sur leurs possibilités, d'abord sur le plan interne, et d'avoir bien évidemment un rapprochement sur le plan donc politique et diplomatique pour tenter de limiter autant que faire se peut les risques justement de retour à une forme de domination encore plus importante et plus dévastatrice, donc celle des puissances extérieures. Que Dieu préserve la Tunisie et le monde arabe de tout conflit et aussi de toute disparition. Et tout État, quelle que soit sa nature, qui souhaite déstabiliser le monde arabe, Allahumma ja'al kaydan fi nahrihim. Je pense, je ne peux pas dire plus. Monsieur Mohamed Troudi, docteur en droit, diplômé de l'Université de Paris 1, la Sorbonne, universitaire, chercheur en relations internationales et stratégiques associé à certains think tanks parisiens, notamment l'Académie de géopolitique de Paris et le Centre international de géopolitique et de prospective analytique, consultant en géopolitique du monde arabe et analyste médias en politique internationale. Merci infiniment de cet éclairage transversal et de ce temps que vous m'avez accordé. Sincèrement, ça me touche à titre personnel. Et je sais très très bien que les compétences tunisiennes sont toujours au rendez-vous. Donc, le génie tunisien sera toujours au rendez-vous pour contrer cette menace venant de l'étranger, cette menace qui essaie de déstabiliser la Tunisie. Sachez-le, si la Tunisie sera déstabilisée, le Maghreb entier sera déstabilisé, soit l'Algérie, soit le Maroc, que le défi, c'est un défi d'ensemble et c'est un défi pour l'intérêt de nos enfants et l'intérêt des générations futures.
M. Mohamed Teloudi, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Juste d'un mot pour dire que la situation, en tous les cas, pour le cas donc, de la Tunisie, elle sera bien évidemment la solution est tuniso-tunisienne. Pour le cas de la Libye, tout autant, c'est-à-dire essayer effectivement donc, de changer, non pas pour que rien ne change, mais essayer de changer pour que tout change justement. Espérons effectivement que cela sera peut-être donc de bon augure et peut-être donc travaillera un nouvel essor donc du monde arabe via la réussite donc tunisienne ou de l'expérience démocratique en Tunisie, qui pourra être un exemple à suivre à d'autres et qui pourra peut-être donc ouvrir le bal et pourquoi pas donc élargir cette expérience à l'ensemble du monde arabe. Merci infiniment, M. Mohamed Teloudi. À très bientôt. Merci à vous. Arc-en-ciel avec Abdelatif. L'info libre et crédible.